Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Et en ce vendredi 3 décembre, un point complet sur les toutes nouvelles décisions destinées à enrayer la propagation du virus en principauté qui seront mises en place dès le 15 décembre prochain, avec notamment le renforcement des mesures et l'extension du pass sanitaire dans plusieurs secteurs d'activité. Tout savoir, tout comprendre, comment appréhender au mieux les suites de cette 5e vague, à quelques jours seulement des fêtes de Noël. Le ministre d'État, Pierre Dartout, sera notre invité dans un instant. Au sommaire également de votre journal, toute l'info près de chez vous, sport, musique, sciences et économie, suivi d'un focus sur la journée mondiale du handicap. Et puis, nous recevrons l'ancienne diplomate Chekeba Hachemi, fondatrice de l'association Afghanistan Libre, pour parler de l'éducation et du droit des femmes dans son pays, dirigé à nouveau par le régime des talibans depuis le 15 août dernier. Mais sans plus tarder, notre grand entretien ce soir consacré à l'évolution de la situation sanitaire à Monaco. Pierre Dartout, le ministre d'État, a choisi Monaco Info pour détailler ces nouvelles mesures. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Mesures sanitaires toujours renforcées et extension également du pass sanitaire. Absolument. Les mesures sanitaires, on les a annoncées, elles sont indispensables. Et puis, il y a le pass sanitaire. Alors, jusqu'à présent, le pass sanitaire était exigé dans les restaurants, dans les cafés, dans un certain nombre de salles de spectacle, uniquement pour les clients ou pour les gens qui venaient visiter. Dorénavant, il le sera aussi pour les personnes qui viennent travailler ou qui viennent intervenir. Dans certains cas, il ne sera peut-être pas possible de présenter un pass sanitaire, mais un certificat papier, comme on dit, oui. Par exemple, pour établir qu'une personne qui n'aura pas eu le temps de se faire vacciner totalement pourra présenter la preuve qu'elle a fait l'objet d'une première dose, ou pour faire la preuve aussi de disposer d'un PCR qui, pour les personnels, sera toujours de 72 heures. Pas de 24 heures comme un simple touriste qui viendrait en principe de Monaco. Absolument, on a établi une distinction. Pour les touristes, les visiteurs, les clients, ça sera comme en France, un PCR de 24 heures. Mais pour les personnels qui travaillent dans un souci de transition, puisque la mesure démarrera le 15 décembre, nous prévoyons que ce sera pour 72 heures. Pas uniquement pendant les vacances, jusqu'au 31 janvier. Pas uniquement pendant les vacances. D'accord. Avec une saison qui va être impactée, mais là c'est une décision, ce renforcement qui a été pris en concertation avec les grands secteurs de l'économie monégasque. Alors, nous avons d'abord évoqué ce sujet la semaine dernière avec le Conseil national. Et puis ensuite, nous avons rencontré les organisations professionnelles, notamment la Fédération d'hôtellerie-restauration, les responsables du Grimaldi Forum, aussi certains responsables d'établissements culturels. Et puis nous avons vu les organisations syndicales, notamment la Fédération, la F2ESM et l'USM. Et nous avons même vu hier, plus précisément, les représentants des syndicats du casino. D'accord. Donc le jeu, bien sûr, est impacté. Le jeu est impacté parce que c'est un établissement, le casino, où les personnes qui viennent jouer doivent présenter leur passe sanitaire. Donc dans la logique, les personnes qui travaillent ou qui interviennent au sein du casino doivent eux aussi présenter un passe sanitaire dans les conditions que j'indiquais tout à l'heure. Avec l'arrivée du nouveau variant, l'Omicron, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore plus de danger? Est-ce que ça va suffire, cette dose et ces mesures aujourd'hui que vous annoncez? Vous savez, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Aujourd'hui, d'après ce que disent les médecins, les infectiologues, la menace principale, c'est toujours le variant Delta. Donc nous devons prendre des dispositions d'ores et déjà pour nous protéger, pour assurer une protection efficace de l'ensemble de la population. D'où ces mesures qui sont prises, avec bien sûr comme objectif de faire en sorte que la vaccination augmente. C'est ça. Nous protéger, ça passe par la vaccination? Ça passe par les gestes barrières et par la vaccination. Oui. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de cas positifs, depuis une dizaine de jours, augmente beaucoup en principauté. Oui. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de tension. Pourquoi n'avons-nous pas de tension à l'hôpital? Parce qu'il y a un nombre important de personnes qui sont vaccinées. Bien sûr. En revanche, ce nombre n'est peut-être pas suffisant pour faire face, notamment si on assiste à une poursuite de la croissance de l'épidémie qui pourra toucher des personnes
qui, elles, ne seront pas vaccinées. Quand on voit ce qui se passe en Autriche, bientôt en Allemagne, où les non-vaccinés sont montrés du doigt, puisque eux vont être confinés, est-ce qu'à Monaco, on peut envisager une telle mesure radicale un jour? Alors là, la position du souverain est clairement de dire qu'il ne veut pas de confinement. Il veut que les fêtes se passent dans les meilleures conditions possibles, tant pour des raisons économiques que pour des raisons culturelles, familiales, conviviales. Et donc c'est justement pour éviter les fermetures des restaurants, les fermetures de certains nombres d'endroits qui accueillent du public, notamment pour des spectacles culturels, que nous sommes très ambitieux pour ces mesures et que nous ferons ce qu'il faut pour les mettre en œuvre. Mais pas de jauge, par exemple, pour aller au stade. Je précise ma question. Pour les non-vaccinés également, quand il n'y a pas de vaccin... Pour l'instant, il n'y a pas de jauge pour aller au stade. Mais pour le stade, je le rappelle, il faut le pass sanitaire et garder le masque à l'intérieur. Il est indispensable d'avoir les deux, c'est-à-dire le pass et le masque. La personne qui n'aura pas de pass sanitaire complet, ou quelqu'un tout simplement de plus de 65 ans qui n'aura pas effectué sa vaccination à temps, est-ce que cette personne sera considérée quelque part comme non grata? Est-ce que c'est une personne qui devra finalement rester chez elle? Alors, pour ce qui concerne Monaco, il lui est toujours possible aujourd'hui d'aller fréquenter les commerces les plus essentiels. Elle peut aller au restaurant à condition d'avoir un test PCR valable 24 heures. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous êtes très embarrassé dans votre vie si vous n'avez pas de sanitaire. Mais pas tellement à Monaco, à l'extérieur de Monaco, notamment en France. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la vie est beaucoup plus facile quand on dispose du pass sanitaire. Et sans le pass sanitaire, sans la vaccination, il n'y aura pas de retour à la vie normale. Pour conclure, ou presque avec vous, Pierre Dartout, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous venez de parler de ce rapport avec la France que vous avez automatiquement, puisque le pass sanitaire dépend un peu de l'application anti-Covid et tous anti-Covid. On parle beaucoup des jeunes aujourd'hui, des enfants. On parle d'une vaccination de 5 à 11 ans. On parle même, c'est la rumeur du jour, d'une fermeture peut-être des classes anticipées avant les fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est quelque chose qui circule en Principauté de Monaco? Pour la Principauté, ce n'est pas du tout envisagé. Tout comme s'il devait y avoir une extension de la vaccination pour les plus jeunes. Je sais qu'en France, les autorités sanitaires se sont penchées sur la question. Nous, pour toute décision en matière sanitaire, de toute façon, nous avons une procédure. C'est que d'abord, nous réunissons le groupe Santé-Sciences, c'est lui qui donne un avis, les sachants de la Principauté, les médecins notamment, qui donnent un avis là-dessus. Ensuite, nous l'examinons sur un plan plus politique, en termes d'opportunités notamment, en liaison avec le Conseil national, avant de décider de toute extension. Pour l'instant, rien n'est engagé comme réflexion à ce sujet. En Allemagne, se pose la question, puisque le chancelier allemand l'a dit, d'une loi en vue de la vaccination obligatoire pour tout le monde. On en est loin ici à Monaco? Alors pour l'instant, ce n'est pas envisagé à Monaco, mais c'est un sujet qui effectivement semble être d'actualité dans plusieurs pays européens. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu jusqu'à nous sur Monaco Info ce soir. Merci. La crise sanitaire, encore et toujours au cœur de l'actualité, quel que soit le pays d'ailleurs dans lequel on se trouve. La preuve avec cette conférence internationale sur le diagnostic scientifique de la Covid-19, conférence organisée en cette fin de semaine par Global Virus Network et la Principauté. Reportage signé Sandrine Nègre, Serge Prémont. Unir nos forces, globaliser les procédures face à un virus qui se répand partout. Voici des termes qui ont été utilisés à plusieurs reprises par les différents experts qui se sont succédés dans ce rendez-vous international. Parmi les spécialistes qui ont pris la parole, Alain Mérieux, Christian Bréchot ou encore Robert Gallo et Thomas Altos, ainsi que le professeur Patrick Rampal. C'est un événement qui vient juste à point, puisque comme vous savez, on part dans une nouvelle poussée épidémique. Et il nous était apparu il y a quelques mois, quand nous avons pensé lancer cette opération, que nous étions dans une période extrêmement stable de l'épidémie, mais que les choses n'étaient pas terminées et qu'il fallait anticiper un petit peu sur l'avenir et surtout faire le bilan des premières actions qui avaient été entreprises par les différents pays.
La principauté, à travers la Fondation Prince Albert II et le centre scientifique, se sont alors rapprochés du Global Virus Network, qui est un réseau de centres de virologie dans le monde. La Fondation Mérieux était aussi impliquée, preuve évidente de l'aspect international du Covid-19, qui n'a ni frontières ni barrières sociales. Élément clé, le diagnostic précoce. Nous avons fait à Monaco, en un an, plus de 100 000 PCR. Donc, ce qui est énorme pour Monaco, mais que ça peut pas être, c'est énorme même par rapport à la France, puisqu'on a fait 4 à 5 fois plus par rapport à la population de PCR, mais ça peut pas être répandu partout, parce qu'il faut une technologie lourde, parce que ça coûte cher, donc il faut essayer de trouver des techniques de diagnostic sensibles et spécifiques alternatives. Alors les techniques salivaires, on en a parlé, mais elles n'ont pas toutes une bonne sensibilité ou une bonne spécificité. Ce symposium s'est donc focalisé sur ce domaine. Deuxième thème, celui du suivi immunologique, avec un objectif commun, gérer cette pandémie de manière optimale par les pays dits riches, tout en donnant la possibilité aux pays à faible revenu d'avoir une bonne prise en charge. Coup de projecteur maintenant sur la sélection Monaco Tech. Les startups ont effectué leur tout dernier passage devant le jury d'évaluation. Leur but, intégrer le très prisé programme dès janvier prochain. Vanessa Dessy vous en dit plus. Les images sont signées Alexandra Marangoni. Il s'agit de l'étape finale. 7 startups sont toujours en lice afin d'intégrer le programme de Monaco Tech. 37 au départ de l'appel à projet, l'incubateur a pour mission de sélectionner les startups de demain afin de les aider à s'établir et se développer en principauté. Je dirais les critères principaux, c'est quand même la qualité de l'équipe qui présente et la monégasquité du projet, c'est-à-dire en quoi est-ce que le fait de monter ce projet à Monaco a une réelle valeur ajoutée par rapport à une autre ville, un autre pays. Tous les projets font écho aux valeurs et stratégies économiques de la principauté. Les candidats avaient 20 minutes pour convaincre un jury de professionnels. Parmi eux, une plateforme web qui permet de participer à des courses automobiles virtuelles, donnant accès à des prix en monnaie. Il s'agit de courses hyper réalistes, faisant appel à de vraies aptitudes de conduite équivalentes aux conditions réelles. Noi stiamo sviluppando una piattaforma in collaborazione con la famiglia Leclerc e lo stiamo facendo qua a Monaco perché Monaco è un posto storico per il motorsport. Sinceramente eravamo molto sicuri di noi perché crediamo molto in quello che stiamo facendo e abbiamo dei partner che sono davvero di livello. D'une plateforme à une autre, celle-ci est plutôt collaborative. Elle permet l'achat et la vente entre professionnels de produits de santé invendus et arrivant à date de péremption. Je suis pharmacien. C'est vrai que moi je suis originaire du sud de la France, donc j'ai vécu à Montpellier, Marseille et Nice. Je suis attaché, on va dire, à la Méditerranée, donc il y a une forte dimension environnementale par rapport à la green tech, à la medtech, sujet auquel vous êtes aussi sensible. Voilà, moi j'ai voulu créer une entreprise avec un besoin, donc oui, ce serait intéressant pour moi d'intégrer Monaco Tech. Le sort de ces 7 startups sera scellé la semaine prochaine. Monaco Tech annoncera officiellement qui intégrera le programme début janvier. C'est l'heure de votre point info avec Julia Vial. Et on commence avec la 35e édition du Téléthon ce week-end. Bonsoir Julia. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Il est effectivement de retour au Grimaldi Forum. Après une année 2020 impactée par la pandémie, les organisateurs du Téléthon Monaco espèrent que le public sera au rendez-vous pour cette édition 2021. Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie, est d'ailleurs la marraine d'honneur. Rendez-vous donc les 4 et 5 décembre à l'espace Ravel du Grimaldi Forum pour découvrir les nombreuses animations. Comme toujours, une grande braderie de vêtements et de jouets permettra de récolter des fonds pour le Téléthon. Rappelons que les dons sont utilisés pour la recherche et la sensibilisation du public aux maladies rares. Le pavillon Bozio a organisé un colloque intitulé « D'après maquette ».
Ce colloque a eu lieu au Théâtre des Variétés les 1er et 2 décembre, associant conservateurs, artistes, architectes, scénographes, historiens et théoriciens. Ces derniers ont animé des tables rondes qui ont d'ailleurs rencontré un vif succès. Spécialisée dans les disciplines artistiques et de la scénographie, l'École supérieure d'art plastique de la ville de Monaco a ainsi mis au cœur des échanges de ce colloque la maquette, l'amenant ainsi au-delà de son rôle premier de projection et du temps préparatoire d'un projet, en la positionnant elle-même, Christophe, comme un objet d'étude. Dans votre agenda ce week-end, un événement idéal pour découvrir toute la culture japonaise. Organisé sous le patronage de l'ambassade du Japon à Monaco, ce salon a pour objectif de renforcer les liens entre la principauté et la terre des cerisiers. Dans une ambiance festive et joyeuse, les cultures de chaque pays peuvent s'entremêler durant 2 jours. L'occasion de découvrir de nombreux stands et exposants qui veulent partager la culture de ce pays qui allie, Christophe, à la fois respect de la tradition et amour de la modernité. Vous pourrez ainsi retrouver thé, saké et tous les autres produits disponibles normalement uniquement au Japon. L'entrée est au tarif de 10 € sur présentation évidemment d'un pass sanitaire valide. La Fédération monégasque d'athlétisme a célébré les succès du meeting Hercules et de la Monaco Run 2021. Oui, Christophe, une célébration autour d'un cocktail organisé à l'hôtel Fairmont. L'occasion de faire le bilan de ces 2 événements qui réunissent de plus en plus de monde chaque année. La passion de l'athlétisme ayant toute sa place dans la principauté. Cette fin d'année était l'occasion de fêter ensemble la réussite de ces meetings aux côtés du prince Albert II. Le président a fait l'honneur de sa présence dans la salle de la mer ce jeudi 2 décembre à 18h30. La tradition des fêtes de fin d'année sublimé par la Société des bains de mer. Un moment de féerie avec un programme d'animation conçu pour enchanter les petits et les grands jusqu'à mi-janvier. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi 2 décembre à 17h sur la place du Casino, avec notamment la mise en lumière du sapin de 18 mètres de haut. Des igloos animés ont aussi été installés. Ce sont les Giant Stars. Ils entourent le sapin et proposent de jolies animations de Noël ouvertes à tous. Les enfants pourront même y déposer leurs poèmes pour le Père Noël dans la Giant Star de la poésie. Le vœu d'une belle nuit à l'hôtel Hermitage Monte-Carlo sera peut-être alors exaucé, Christophe. Et notre deuxième invité ce soir est l'ancienne diplomate afghane, Shekeba Hashimi. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous étiez l'invité hier du Zonta Club à Monaco pour une conférence débat. Vous avez beaucoup échangé sur la cause des femmes afghanes. Après cette guerre éclair qui a replacé les talibans évidemment en place à la tête de votre pays, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que ça s'est un petit peu calmé? Est-ce qu'on peut croire qu'il y a de vrais dialogues maintenant instaurés entre l'Afghanistan et l'Occident? Pas du tout, non, pas du tout. C'est pas parce qu'on en parle moins et que malheureusement on est rentré dans une espèce d'acceptation de la situation qui est terrible. Mais aujourd'hui nous avons un régime terroriste en place dans un pays qu'ils ont annexé avec à peu près une dizaine de ministres qui ont fait des années de Guantanamo, dont un qui a même 5 à 10 millions de dollars sur sa tête au FBI. Donc ces gens-là sont en train de gouverner ce pays et situation catastrophique pour toute la population, 38 millions d'habitants et les 20 millions de femmes qui sont totalement emmurées vivantes et les derniers chiffres et ainsi que les derniers reportages nous disent que c'est la crise humanitaire la plus terrible en plus de toute cette situation politique. Vous avez fondé l'association Afghanistan Libre qui promeut l'éducation des filles et les droits des femmes bien sûr. 20 ans après, c'est une catastrophe pour vous parce que tout ce qu'on a réussi à construire, tout ce qu'on a essayé, tenté de faire là-bas pour les femmes notamment les jeunes filles, tout est tombé en un éclair, on le disait, en un instant. Exactement, c'est terrible parce que il y a 25 ans, j'ai créé Afghanistan Libre, comme son nom l'indique, parce qu'à l'époque, c'était ces mêmes talibans, version 96-2001, et c'était pour un Afghanistan libéré. Quand on a réussi à libérer ce pays et qu'on a pu pendant 20 ans former plus de 300 000 filles, jusqu'à le 11 août cette année 2021, j'étais encore par Skype avec des jeunes femmes qui faisaient du digital coding avec des panneaux solaires dans des villages où il n'y avait même pas d'électricité. Et le 15 août, il y a eu les événements que vous avez pu voir. Ce régime a pris Kaboul et tout le pays. Et donc, plus du tout plus d'existence
d'existence pour toutes ces femmes. Donc Afghanistan Libre aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe, continuer si on peut à payer tant qu'on peut tous ces professeurs, toutes ces personnes qui ont travaillé pendant 20 ans pour l'éducation et l'indépendance économique des femmes, et que le sujet lui-même est totalement à l'encontre de ce régime terroriste des talibans. Donc ma priorité, c'est la sécurité des membres de cette association sur place. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait un secret espoir. Vous, juste par rapport à votre parcours, vous êtes une ancienne diplomate et donc aujourd'hui à la tête de cette association Afghanistan Libre. Vous avez quitté l'Afghanistan à 11 ans, vous êtes passé par les montagnes, vous avez fui ce régime de terreur. Et moi j'ai fui à 11 ans en effet dans les montagnes, dans les conditions terribles. D'ailleurs c'est pour ça aussi aujourd'hui que nous avons les diasporas les plus grandes du monde, parce qu'on a fui plusieurs fois l'Afghanistan à l'époque de l'invasion russe, à l'époque de la guerre civile, à l'époque des talibans, première version, là maintenant les talibans, deuxième version. Donc moi j'ai quitté à cette époque, je suis venue en France et j'ai créé l'ONG Afghanistan Libre il y a 25 ans, justement pour dénoncer le régime taliban et puis ensuite pour construire toutes ces écoles et donner accès à l'indépendance économique des femmes et des jeunes filles à la formation et éducation. Vous avez réussi même à retourner à Kaboul, plusieurs fois. Bien sûr, moi j'ai été d'ailleurs la première femme diplomate d'Afghanistan nommée de régime libre après le chute des talibans en 2001. Je suis allée à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Après j'étais en poste, j'étais ministre conseiller, ambassadeur à Paris. J'ai démissionné aussi, je dois être aussi la première à avoir démissionné en 2009 en dénonçant la corruption du régime à l'époque, parce que voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a eu ce régime corrompu. Comment êtes-vous perçu par les talibans? Comment vous considèrent-ils? Écoutez, c'est vraiment le cadet de mes soucis de savoir comment je suis perçue par les talibans. Je veux surtout pas laisser la place ni à la peur ni à tout ce qu'ils pensent de moi. Des discussions pour apporter de l'aide ne veut pas dire négocier et mettre ces barbares à la table de négociation. Donc c'est mon rôle en tant qu'Afghane, française, européenne, le rôle de tous aujourd'hui, de ne pas accepter ce qui se passe dans un coin du monde, alors que la pandémie nous a montré dernièrement que nous sommes dans un contexte de mondialisation. Ce qui se passe partout nous concerne, ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça nous concerne ici à ce bout de la terre. Bien sûr, et ce retour donc de la force de l'obscurantisme évidemment dans ce pays qui vous est cher, l'Afghanistan. On n'oublie pas, c'est toute une jeunesse qu'on est en train d'abandonner, donc il faut faire quelque chose. C'est pourquoi vous étiez l'invité prestige du Zonta Club au restaurant Cipriani. C'était hier soir. Merci d'avoir été avec nous ce soir à vous. Sur Monaco Info pour toujours combattre évidemment tout ce qui se passe dans le monde, notamment votre pays, tout ce qui se passe autour de l'arrivée des talibans une nouvelle fois au pouvoir là-bas. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Les sports et le rugby à 7, l'Emirates Dubai Sevens avec l'entrée en liste de nos deux équipes monégasques. On retrouve sans plus tarder sur place nos envoyés spéciaux, Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Et ce soir, on peut dire que pour nos Impies et nos Zoumoussa, ces deux équipes ont réussi leur entrée dans le tournoi, Émilie. Oui, effectivement, on va commencer tout d'abord avec l'équipe féminine des Oumoussa qui a aisément dominé son début de compétition. La tâche était un peu plus rude pour les Impies, mais ils s'en sont sortis avec un match nul et une victoire. Retour sur ces 4 rencontres de la journée. Premier match et déjà premier gros client pour les Impies, les champions olympiques de Rio 2016, les Fidji. Un peu impressionnés en début de rencontre, les joueurs de Nicolas Bonnet s'accrochent et arrachent le nul dans les dernières secondes grâce à Kéliane Giroud. Décisif dès son entrée de jeu, l'espoir du rugby français montre tout son potentiel en marquant un essai de 40 mètres. Score final 14-14. Face aux Allemands, les choses seront totalement différentes. Face à une équipe rigoureuse, avec 2 milieux de terrain solides, les Impies auront dû s'employer pour aller décrocher leur première victoire, 24-21. Comme il a dit Matt, on ne gagne pas toujours de manière très jolie. C'est pas très beau, mais c'est gagné, c'est important. Et on a du temps après, ce soir, demain ou ce soir. On va avoir du temps, c'est important, on a gagné. Ça fait plaisir de repartir avec une victoire quand même. Fabuleux début de parcours pour les filles avec 0 essai encaissé sur leurs 2 matchs, 2 rencontres qui leur ont permis de prendre leurs repères, de se mettre en place et d'enfin jouer en opposition ensemble. Les Oumoussa dominent aisément les débats, 53-0 dans le premier match, 56-0 dans leur deuxième. On est rentré bien dans le tournoi avec ces 2 grandes victoires. Ça a été facile surtout sur le premier match, le deuxième on a eu un peu plus d'opposition. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se faire prendre dans cet engrenage parce que quand on va tomber sur des grosses équipes, je pense qu'on peut vite perdre pied, mais je pense qu'on est assez conscient de ça et qu'on peut se mobiliser et rester les pieds sur terre surtout.
Et les Oumoussa ne se sont pas laissés impressionner par l'enjeu de la compétition. Elles ont signé une 3e victoire, synonyme de qualification pour la Cup. Les Impies jouent eux une place en quart de finale du tournoi Invitation. Émilie Rousseau, accompagnée de Sylvain Perumal à Dubaï. Une défaite de 10 points, 96-86 à Fenerbahçe en Turquie pour la Roca Team hier soir, malgré les 31 points de l'incroyable Mike James. 4e défaite consécutive pour la Roca Team. Yannick Debever était sur place. Avant ce match, on aurait pu dire malheur aux perdants et les joueurs l'ont bien compris. Dès le début de match, la priorité est donnée à la défense. Les deux équipes font jeu égal et Mike James brille d'entrée pour répondre au sifflet de la Hulker Sports Arena. Tout ça est un peu statique. Voilà, c'est un peu statique, un peu serré. Et Mike James qui décante la situation. Dans le deuxième quart-temps, l'entrée de Yacouba Ouattara fait comme souvent du bien à la Roca Team. Côté Fener, Yann Vesely, auteur de 20 points, 10 rebonds et 5 passes décisives, se montre et fait très mal dans la raquette monégasque. Les Turcs parviennent à créer un mini-break de 5 points, mais Mike James, inarrêtable, continue son show. Grâce à son arrière américain, auteur de 19 points en 2 périodes, Monaco termine cette première mi-temps en tête, 42-40. Oh là là, mais quel diable! Incroyable! Au retour des vestiaires, Marko Guduric, muet jusqu'alors, prend feu et inscrit 11 points en 4 minutes. Monaco encaisse là un 13-1. La Roca Team a besoin d'un energizer pour relancer la machine et c'est Ouattara qui endosse parfaitement ce rôle. L'arrière français marque 8 points en 3 minutes pour ramener son équipe à une possession. Mike James, Motoum, Montiejunas prennent le relais et à la fin du 3e quart-temps, comme face à l'Asvel, Monaco est dos à dos avec Fenerbahçe, 63-63. Moi qui disais peut-être calmer le jeu, mais non, c'est bien. Mais si face à l'Asvel, la décision s'est faite à la dernière seconde, ici, c'est dès l'entame du 4e quart que Fenerbahçe fait la différence. De Colo, Booker, Henry puis Polonara assomment les Monégasques à coups de 3 points. Ouattara et James n'ont pas dit leur dernier mot pour autant. Sur cette pénétration et le lancer franc réussi, Monaco revient à 4 points. James qui marque avec la faute de Nando. Mais tout de suite après, l'écart se recreuse et Nando De Colo, devenu le meilleur joueur en évaluation de l'histoire de l'Euroleague, ferme les portes sur ce 3 points. Malgré un Mike James de gala, 31 points, 4 passes et 33 d'évaluation, la Roca Team s'incline en Turquie 96-86 avec 33 points encaissés dans le dernier quart-temps. On se fait avoir sur des petits détails qui font la différence à ce niveau-là. On encaisse encore 94, 90, je ne sais plus exactement, mais c'est énorme. À ce niveau-là, c'est énorme. Et on ne peut pas gagner comme ça. Le reportage en Turquie signé Yannick Debever et Thomas Deus. Et retour aux affaires nationales pour la Roca Team ce samedi 17h face à Chalon à la maison. Votre Focus Info ce soir autour de la 10e journée internationale du handicap. L'accent a été mis cette année sur la pratique et la passion du sport. À Monaco justement, comment cela se traduit-il? Quels sont les exemples concrets? La réponse avec ce focus signé Sandrine Nègre. Ils sont en situation de handicap mental, moteur ou encore sensoriel et partagent une passion, celle du sport, qu'il s'agisse de danse, de tennis, de yoga, de course ou même de tandem ski. La pratique leur procure des sensations de bien-être et de joie. Voici plusieurs coups de projecteur sur différentes disciplines sportives. Nous débutons dans le quartier de l'Annonciade, où vous allez l'entendre, l'ambiance est rythmée par la musique dans ce cours qui a vu le jour il y a 10 ans. L'aventure a débuté vraiment très simplement. On a voulu faire Téléthon, on a participé au Téléthon. Et on s'est dit pourquoi essayer toujours de venir, parce qu'on a quand même le groupe de valides qui font la danse country. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de voir s'il y en a qui seraient volontaires pour pouvoir faire ça en fauteuil et à mobilité réduite. Innover, étoffer la pratique, enrichir l'expérience, une nouveauté est désormais proposée. Chaque mercredi, on essaie cette année en tout cas de préparer plusieurs personnes valides à danser en fauteuil, de manière à comprendre premièrement la difficulté de la manipulation du fauteuil
Et deuxièmement, le partage avec les personnes en fauteuil qui, elles, sont à mobilité réduite toute la journée. Alors il y a une soirée qui leur est consacrée, c'est une soirée donc au mois de mars en général à la salle du canton, la salle Léo Ferré. Et donc pendant cette soirée, il y a une partie de la salle qui est réservée aux personnes qui sont en fauteuil, à mobilité réduite ou pas, et l'autre partie de la salle pour les valides du club, dont on fait partie aussi, puisqu'on a aussi un club donc de country valide, on va dire. Et donc cette soirée-là, effectivement, pendant un grand moment, voire même toute la soirée, ils peuvent partager le plaisir de danser avec tous les adhérents du club, nous sommes à peu près une centaine. Et le plaisir est largement partagé. Voici ce qui plaît le plus à ces passionnés. De danser avec les valides. Ça nous permet surtout d'être ensemble et de faire des choses différentes, de faire une activité à la maison plutôt que rester à la maison. C'est formidable, ça motive à venir et d'apprendre des danses merveilleuses. Merveilleuse, un terme utilisé aussi par ces sportifs pour décrire la discipline qu'ils pratiquent, le tennis. Et ce, dans le cadre de Special Olympics Monaco, présidé aujourd'hui par Pierre Van Klaveren, et qui a vu le jour il y a un peu plus de 4 décennies sous l'impulsion de Mireille Calme. Elle a commencé Special Olympics avec 7 athlètes et des parents qui l'aidaient. Aujourd'hui, les années ont passé, 42 ans. Aujourd'hui, on est un club structuré, c'est un club, c'est une association, mais c'est surtout un club structuré de 84 athlètes dans 10 sports d'été différents, 11 sports d'été différents et 3 d'hiver qui sont proposés toute la semaine aux athlètes. Entre janvier et juillet, parce qu'on a quand même la chance de s'appeler Monaco, on a été invité 15 fois. On n'a fait que 2 déplacements, vu la pandémie. Là, ça reprend un tout petit peu. On est parti au football à Padova. Mois de décembre, partent l'équipe de football numéro 2 à Cagliari. Et ensuite, les championnats d'Europe de futsal à Halle, en Belgique. Et puis l'année prochaine, beaucoup de gros projets. Les Jeux nationaux suisses, où 15 athlètes de Monaco seront présents. Sans oublier les championnats d'Europe de tennis. L'Ocre qui attire donc ses joueurs pour plusieurs raisons. Le coup droit, revers et le jeu. Ça fait quelques années que j'en fais du tennis. Et voilà, je suis heureux d'en faire. Comme j'aime bien le sport, tout ça, je joue au tennis, tout ça, ça fait longtemps que je joue. C'est un sport plaisant et c'est pour le loisir, donc c'est un sport assez agréable à pratiquer. Autre bel exemple sportif, celui de Guillaume Battaglini avec Christophe Cornu qui avait participé notamment à l'Ironman de Nice en binôme, personnes valides et personnes en situation de handicap. Autre lieu, autre ambiance pour cette séance de yoga proposée le vendredi par l'association monégasque des handicapés moteurs. Elle a vu le jour à la toute fin des années 60 et poursuit depuis plusieurs missions. Conseiller, aider à l'équipement, favoriser l'insertion. Des ateliers et des escapades figurent aussi dans l'agenda de l'association, tout comme ce type d'activités relaxantes. C'est surtout vraiment primordial à un cours de yoga. C'est la mélatonine et la sérotonine, c'est ça? Bravo, Emily, bravo, bravo. Ça nous fait produire de la mélatonine et de la sérotonine. Poussez vos coudes derrière vous, derrière votre fauteuil. Et chassez l'air par le nez, baissez votre menton, étirez les mains vers les pieds. Vous l'aurez donc compris, sur le sol monégasque, associations et clubs multiplient les actions depuis plusieurs années afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer plusieurs disciplines et surtout leur passion. Le gouvernement princier, à travers le département des affaires sociales et de la santé, apporte plusieurs réponses et solutions. C'est déjà vivre la passion du sport pour eux, c'est aussi un petit peu changer le regard de la société aussi par rapport au handicap. Et puis au-delà de ça, ça permet effectivement pour eux de développer des capacités physiques, une coordination motrice dans certains cas, notamment le handicap mental. Et puis on a également aussi, ça permet de rompre l'isolement. Et puis aussi, ça permet de développer l'estime de soi. Il y a une écoute puisqu'on a beaucoup de professionnels, que ce soit aussi bien au niveau des assistantes sociales pour les prises en charge d'aide financière ou alors les éducatrices spécialisées, notamment pour les personnes qui, en situation de handicap qui souhaitent développer un projet professionnel. Donc on a un dispositif d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et puis par ailleurs, après, il y a aussi mon rôle, je veux dire, de faisant fonction de délégué de personnes handicapées, qui est là pour vraiment aller spécifiquement au plus près de leurs attentes, que ça soit, je veux dire, en termes d'aménagement de domicile ou alors des problématiques dans le cheminement de la vie quotidienne dans la ville.
Et terminons cette période hivernale avec la discipline reine de la saison, le ski. Elle ne se pratique pas en principauté, mais le gouvernement princier et la Fédération monégasque de ski permettent aux personnes à mobilité réduite de partager de bons moments sur les pistes grâce à ce tandem. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Julia. Ce samedi 4 décembre, le temps sera un peu mitigé avec une alternance de soleil et de nuages durant la journée. Les températures seront-elles comprises entre 7 et 14 degrés. Demain, Christophe, sera la Sainte-Barbe, la célèbre fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers, leur protectrice. Cette fête est toujours synonyme de festivité et de convivialité. Et comme le veut la tradition, on termine avec les photos du jour et les illuminations de Noël activées sur la place du Casino. Instantané de fête signé Michael Alési. Belle et bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. On se dit à demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info.